14 avril 1912. Le Titanic a percuté un énorme iceberg et a coulé. Ouais, on en a déjà parlé. Mais si cette fois on utilisait la glace pour faire remonter le bateau à la surface? Cela nécessite plusieurs milliers de mètres de grillage et beaucoup d'azote liquide. Notre but est de mettre le Titanic dans un énorme bloc de glace qui fera remonter le navire à la surface. Pour ce faire, tu dois envelopper l'épave dans le grillage et la recouvrir d'azote liquide. Le premier problème que tu rencontreras est l'impossibilité d'envelopper complètement le navire. Il faut soulever un peu le bateau pour mettre le grillage en dessous. Mais admettons que par miracle, tu y parviennes. Ensuite, il faut acheminer jusque-là des centaines de grandes cuves d'azote liquide. Tu es sous l'eau, tu ouvres les réservoirs et... c'est tellement froid que l'eau glacée de l'océan Atlantique semble bouillir. L'azote grésille et se dissipe, mais ne crée certainement pas un bloc de glace autour de la maille. Nouvelle tentative. Soulever le Titanic à l'aide d'énormes aimants. Pour cela, tu auras besoin d'un grand navire et d'aimants extrêmement puissants. Tu attaches de gros câbles aux aimants et tu les fais descendre au fond de l'eau. De puissants projecteurs illuminent les profondeurs noires de l'océan. Des parties de l'épave sont visibles. Les aimants descendent plus bas et s'accrochent à la coque en fer du navire. Celui-ci ramène les câbles et les aimants vers le haut. Certains d'entre eux se détachent du Titanic car la surface en fer est recouverte de récifs et de coraux. Certaines parties de l'épave se détachent du navire et remontent. La puissance du navire n'est pas suffisante. L'un des câbles se déchire. Ce n'est pas seulement le poids des différentes parties du Titanic qui interfère avec l'opération, mais aussi la pression colossale de l'eau. Le navire coulé ne peut pas être soulevé complètement d'un coup, mais seulement en petites parties. En réalité, il y a déjà eu une tentative de remonter le Titanic en plusieurs parties. L'opération, d'un coût de 5 millions de dollars, avait échoué. Des élingues en nylon avaient été attachées à une grande partie de l'épave. Les autres extrémités des élingues étaient reliées à des moteurs diesel. Pour toute l'opération, ils avaient utilisé un mini sous-marin. Un morceau du Titanic de 21 tonnes avait été tiré vers le haut, mais l'une des élingues s'était cassée à cause de la forte pression de l'eau. Puis, un par un, les autres câbles avaient commencé à lâcher et un énorme morceau était retombé au fond de la mer. À ce moment-là, tous les intervenants de l'opération de sauvetage avaient épuisé leurs réserves de nourriture et se trouvaient loin de la côte la plus proche. Ils avaient donc décidé de ne pas faire une deuxième tentative. Un livre a été écrit et un film a été tourné sur la façon dont le Titanic a été remonté à l'aide d'air comprimé. En réalité, personne n'a jamais tenté cette opération. Pour ce faire, il faudrait plusieurs centaines de gros cylindres d'air comprimé. Dans un premier temps, on les installe à l'intérieur de la coque du Titanic et on attend qu'ils tirent le navire vers la surface. Dès que tu descends les cylindres sous l'eau, ils flottent immédiatement vers le haut. Cela complique considérablement l'opération. Il faut attacher les cylindres avec des câbles et les tirer vers le fond à l'aide d'un puissant sous-marin ou mieux encore de plusieurs. En raison de la forte pression, les cylindres peuvent éclater. Dans ce cas, l'onde de choc toucherait d'autres cylindres et provoquerait une catastrophe. Une solution trop coûteuse et peu sûre. Le plan le plus cher et le plus complexe pour remonter le Titanic est probablement celui où les scientifiques extraient d'une manière ou d'une autre l'hydrogène et l'oxygène de l'eau de l'océan. Ensuite, ces éléments extraits doivent remplir des conteneurs spéciaux. Ces conteneurs seraient attachés au navire et le Titanic remonterait à la surface. Même si tu réussissais à extraire l'oxygène et l'hydrogène de millions de tonnes d'eau, le reste de l'eau de l'océan les remplacerait. Une machine qui serait capable de réaliser un filtrage de ce type coûterait des milliards de dollars. Ou bien tu peux imaginer un élément chimique qui utiliserait une réaction en chaîne pour purifier toute l'eau. Dans ce cas, l'ensemble de l'océan mondial se retrouverait dans son oxygène essentiel. Quelqu'un a suggéré une fois de faire exploser le Titanic. Il faudra descendre beaucoup de caisses de dynamite au fond de l'océan. Elles devront être complètement scellées pour éviter que la dynamite se mouille. Ensuite, tu dois installer plusieurs kilomètres de fils conducteurs de courant électrique jusqu'à elle. Une fois que tout cela est fait, tu navigues à une distance sûre. Maintenant, tu vas appuyer sur le bouton pour faire passer le courant dans le fil et activer la dynamite. 3, 2, 1, stop! Pourquoi faire ça? Même si ça marche, l'épave du Titanic sera éparpillée dans toutes les directions sur le fond de la mer. Il serait impossible de soulever le Titanic de l'océan. Imagine un énorme crochet capable d'attraper le Titanic et de le soulever du fond comme un poisson. Ce crochet doit être énorme pour pouvoir ramasser un navire coulé. Disons que tu l'as créé. Ensuite, tu es à bord d'un énorme navire qui navigue jusqu'au site du naufrage et tu descends le crochet comme une ancre. Il tombe directement sur le Titanic mais ne s'y accroche pas. Il faut un équipement spécial pour attacher un crochet de la taille d'un bus au Titanic. Il faudrait pour cela un énorme sous-marin doté de bras mécaniques.
Construire ce genre de dispositif et le faire fonctionner sous une pression aussi forte est déjà presque impossible. Mais admettons que tu réussisses finalement à accrocher le Titanic. C'est alors que tu réalises que le navire n'a pas assez de puissance pour soulever le navire de plus de 50 tonnes et le crochet qui ajoute environ 10 tonnes de plus. Pour mener à bien ta tâche, tu auras besoin de quelques croiseurs supplémentaires et de quelques millions de dollars de plus. Une fois que la cire chaude refroidit, elle durcit et flotte à la surface de l'eau. Et si on la transportait au fond de l'océan et qu'on la versait à l'intérieur du Titanic? Cela pourrait fonctionner étant donné que la cire n'est pas un matériau coûteux. On fait donc fondre la cire, on la verse dans des réservoirs solides et on les tire vers le fond à l'aide d'un sous-marin. Les réservoirs peuvent supporter une énorme pression et le sous-marin a suffisamment de puissance pour descendre la cire à cette profondeur. Les récipients sont placés à l'intérieur du Titanic. Grâce à la télécommande, tu ouvres les conteneurs, mais la cire ne s'écoule pas. Plus on descend, plus l'eau se refroidit. Pendant que tu transportais les conteneurs vers le navire, la cire a refroidi et s'est solidifiée à l'intérieur. Plusieurs conteneurs sont pressés contre le haut du navire. Mais ce n'est pas suffisant pour soulever le Titanic. D'autres conteneurs flottent simplement vers la surface. Et même si les conteneurs étaient thermostatiques et gardaient la chaleur à l'intérieur tout le temps, une fois libérée, la cire se solidifierait en un instant. Elle n'aurait pas le temps de se répandre et de recouvrir le Titanic de l'intérieur. Elle flotterait donc vers le haut. Tu remplis plusieurs grands sacs robustes avec de la vaseline. Cette substance agit comme la cire dans le froid. Elle devient solide et flotte. Tu veux mettre des sacs partout dans le Titanic et attendre que la vaseline le fasse remonter. Tu charges les sacs dans le sous-marin et tu descends au fond de la mer. Certaines parties du navire sont inaccessibles à cause des coraux qui se sont agrippés dessus. Tu décides de décharger tous les sacs au même endroit. Mais dès que tu sors la vaseline du sous-marin, les sacs se déchirent à cause de la forte pression. Des morceaux solides de vaseline flottent, poussés par les eaux. Mission ratée. L'idée la plus folle est de remplir le Titanic avec des millions de balles de ping-pong. De petites balles en plastique remplies d'air devraient pousser le navire vers la surface. Mais dès que tu commences à les faire descendre vers le fond, le plastique s'aplatit immédiatement et tout l'air des balles s'échappe. Tu peux mettre les balles dans un sous-marin, mais si tu les mets dans le Titanic, la pression les écrasera à nouveau. Tu peux aussi créer des balles fabriquées dans un matériau ultra léger et solide, puis les remplir d'air. Dans ce cas, tu auras besoin de beaucoup plus d'argent. Dès que tu auras placé les boules à l'intérieur du navire, certaines d'entre elles glisseront immédiatement par les trous du navire, et les autres ne suffiront pas à soulever du fond l'épave qui pèse plus de 50 tonnes. Pour étudier le Titanic, il ne faut pas descendre au fond de l'océan. Sur Internet, tu peux trouver une carte détaillée en 3D qui montre le site de l'épave, ainsi que le navire lui-même sur le fond marin. Pour obtenir une image réaliste du Titanic, les chercheurs ont utilisé des technologies sonars et des robots sous-marins qui ont pris plus de 10 000 photos du navire coulé. Alors, qu'en penses-tu? On le laisse tranquille? Ouais, moi aussi. En 2017, plus de 25 millions de personnes ont embarqué sur des bateaux de croisière dans le monde entier, soit plus de la population totale de la Grèce. C'est devenu le choix préféré de beaucoup d'Américains lorsqu'il s'agit de partir en vacances. Il est facile de comprendre pourquoi sauter à bord d'un bateau de croisière devient plus populaire chaque année. Et ce mode de voyage revient à la mode avec les nouvelles générations. 2/3 des membres de la génération Y et des milléniaux disent que la croisière est leur nouveau type de vacances préféré. Comment l'expliquer? Tout d'abord, c'est facile à planifier à l'avance. Ensuite, à bord, il y a des activités pour tous les membres de la famille. Et puis, tu as la chance de pouvoir visiter plusieurs destinations en un seul voyage. Un avantage supplémentaire de réserver une croisière est que tu peux tester différents endroits pour une prochaine escapade plus approfondie. Les divertissements à bord sont souvent de premier ordre, offrant aux passagers une touche de luxe supplémentaire. Quant à l'hébergement et aux infrastructures, ils sont généralement très fiables, sans oublier que cela donne aux touristes l'impression de s'évader des préoccupations du quotidien. Royal Caribbean International est l'une des plus grandes compagnies de croisière au monde, avec un peu plus de 19% du marché en 2018. Sa flotte actuelle est divisée en plusieurs classes de navires, notamment la classe Voyageur, Radiance et Quantum. Le dernier né de l'impressionnante flotte de Royal Caribbean International a été construit en 2018.
Le Wonder of the Seas est à ce jour le plus grand navire de croisière du monde, puisque ce paquebot spectaculaire vient de faire son voyage inaugural en mars 2022. Découvrons quelques-uns des incroyables atouts qu'il a à offrir à ses passagers. Pour commencer, le bateau est si grand qu'il a dû être divisé en quartiers. En effet, le Wonder of the Seas peut accueillir près de 7000 passagers. Tu aimes New York? Eh bien, le paquebot a son propre Central Park. Avec environ 10 000 plantes à découvrir, le Central Park du navire, qui est l'un des quartiers, est une caractéristique de tous les vaisseaux de la classe Oasis. Découvrons les autres quartiers. Il y a la promenade, une zone qui comprend une salle de jeux d'arcade, un magasin de bonbons et un bar sportif. Elle est idéale pour les longues promenades. Il y a aussi une zone de sport et de baignade sur le Wonder of the Seas, comprenant les nombreuses piscines et jacuzzis du navire, ainsi qu'un terrain de sport offrant de nombreuses activités. Ensuite, il y a la promenade royale. C'est l'artère principale du Wonder of the Seas, avec des bars, des cafés et des salons de thé. Le quartier des divertissements est le point central des activités de loisirs sur le paquebot. Là, les passagers peuvent trouver un club de comédie, une patinoire et même un théâtre. L'espace spa et fitness est une zone tranquille avec un large éventail de soins proposés. Le centre de fitness est gratuit d'ailleurs, si bien que les passagers n'ont aucune excuse pour ne pas faire d'exercice. Une 8e zone supplémentaire a été ajoutée au Wonder of the Seas. Elle s'appelle le quartier des suites. C'est une zone exclusive conçue pour les passagers séjournant dans les suites. Elle est située tout en haut du navire. Là, les passagers ont des membres du personnel désignés, appelés les Royal Genies. Si tu frottes une lampe dans ta suite, ils apparaissent. Bon, pas vraiment. Ces génies sont semblables à des majordomes qui s'occupent de quelques cabines chacun. Bien sûr, la compagnie de croisière cherche à éviter que les autres passagers posent des questions à ses membres d'équipage et mobilisent leur temps. C'est pourquoi les génies ne portent pas de badge nominatif dans les zones publiques. Concernant son itinéraire, le Wonder of the Seas devait initialement avoir son port d'attache en Chine. Mais le Royal Caribbean a décidé de déplacer le paquebot aux États-Unis. En mars 2022, le navire a commencé son voyage avec des itinéraires de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales. En mai 2022, il a migré vers l'Europe avec des croisières en Méditerranée occidentale au départ de Barcelone et de Rome. Les passagers peuvent aussi visiter Palma de Majorque en Espagne et Capri en Italie. Lorsque la saison d'été sera terminée, le Wonder of the Seas devra retourner en Floride pour proposer des croisières toute l'année à partir de novembre 2022. Il est difficile d'imaginer un navire aussi massif qui puisse accueillir autant de commodités à bord. À titre de comparaison, le Titanic était le plus grand navire de son époque, mesurant 269 mètres de long. Or, le Wonder of the Seas ne fait pas seulement 362 mètres de long, mais il est aussi 36% plus haut et 34% plus large. Quant aux canaux de sauvetage, le Titanic n'en avait que 20, ce qui n'a tragiquement pas été suffisant pour sauver tous les passagers après que le navire ait heurté l'iceberg. Pourtant, le Wonder of the Seas a encore moins de canaux de sauvetage, 18 pour être précis. Cela te semble paradoxal et dangereux? Eh bien, pas vraiment, étant donné que chacun de ces canaux de sauvetage peut accueillir jusqu'à 370 personnes. Cela signifie que tous les passagers et membres d'équipage, environ 8000 personnes si le paquebot est complet, seront en sécurité en cas d'urgence. Maintenant, si nous pouvions organiser une course entre les deux navires, le Titanic serait le plus rapide des deux, battant le Wonder of the Seas d'1 000 marins par heure. Mais de nos jours, les passagers des bateaux de croisière sont plus intéressés par l'expérience que par la vitesse du navire. C'est pourquoi ce n'est plus un aspect si important. En termes de coût, le Titanic a coûté environ 7,5 millions de dollars à l'époque de sa construction, soit l'équivalent d'environ 200 millions de dollars aujourd'hui. Et le Wonder of the Seas? Sa construction a coûté la somme astronomique de 1,35 milliard de dollars, ce qui le rend 6 fois plus cher que le Titanic. Et si on comparait le prix des billets? Le billet le moins cher sur le Titanic
coûtait 7 livres sterling, ce qui équivaut à environ 1000 $ aujourd'hui. Le billet le moins cher sur le Wonder of the Seas coûte actuellement 423 $, mais les prix peuvent varier en fonction du lieu, de la saison, de l'itinéraire et du pourboire que tu donnes à ton Royal Genie. Et maintenant, qu'en est-il des icebergs ? Le Titanic a navigué dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, où il fallait être à l'affût des géants de glace. A l'inverse, le Wonder of the Seas fera des croisières dans la douceur des Caraïbes, où la pire chose qui puisse arriver, c'est de sortir un 22 au blackjack. Placé à côté de ses camarades de la flotte de la Royal Caribbean, le Wonder of the Seas est tout aussi impressionnant. Les premiers navires de la compagnie pouvaient accueillir environ 2500 personnes, en comptant les passagers et le personnel. Ces navires étaient le Splendor of the Seas, le Legend of the Seas, et le plus petit de tous, l'Empress of the Seas. Les plus grands navires de la flotte de la compagnie peuvent aujourd'hui accueillir un total de 9000 personnes, soit presque 3 fois la taille et la capacité des paquebots précédents. Le Wonder of the Seas est l'un d'entre eux, ainsi que le Harmony of the Seas et le Symphony of the Seas. Tu vois une certaine répétition ici ? Oui, et si tu vois un navire dont le nom se termine par of the Seas, tu peux supposer qu'il appartient à la Royal Caribbean. Mais si tu vois Chicken of the Seas, c'est juste une boîte de thon. Choisir entre les bateaux de croisière en fonction de leur taille, c'est comme se demander si tu dois visiter ton musée local ou le Louvre à Paris. Tout dépend de tes préférences. Certaines familles préfèrent les petits bateaux, d'autres sont fans des grands espaces qui peuvent fournir tout ce dont elles ont besoin. D'un point de vue historique, il est tout aussi passionnant de voir le chemin parcouru en termes de transport maritime. Le SS Royal William, par exemple, a été le premier bateau à effectuer un voyage transatlantique presque entièrement à la vapeur en 1833. Il ne faisait que 49 mètres de long et pouvait accueillir environ 155 passagers. Et si la mer était calme, ils étaient logés de façon moins sommaire. De même, le premier méga-navire moderne au monde était le MS Sovereign of the Seas. Lancé en 1987, il ne faisait que 271 mètres de long et pouvait transporter un peu moins de 3000 passagers. La taille et la capacité ne sont pas les seules améliorations apportées aux nouveaux bateaux de croisière. Les récents développements technologiques en matière d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale ont permis aux opérateurs de croisière de garantir un embarquement plus rapide et plus fluide aux passagers. Si par le passé, il fallait entre 60 et 90 minutes pour que tous les passagers montent à bord d'un navire, aujourd'hui, les opérateurs de croisière parviennent à installer confortablement les gens en moins de 15 minutes. Tu dois être impatient de réserver un billet. Mais examinons d'abord quelques-unes des activités les plus intéressantes que tu peux essayer à bord du Wonder of the Seas. Ainsi, tu sauras dans quoi tu t'embarques. Tous les navires de la Royal Caribbean ont une quantité d'œuvres d'art à bord que les passagers peuvent admirer. Mais le Wonder of the Seas va encore plus loin et présente même des statues d'astronautes à des endroits clés du navire. Tu trouveras un premier astronaute regardant à travers la vitre de la promenade, tandis qu'un deuxième est occupé à faire de l'escalade. Le troisième et dernier astronaute est plutôt un fan de cinéma, puisque sa statue se trouve près de la salle de projection. Dans les zones qui n'ont pas accès à la lumière du soleil, le Wonder of the Seas propose des balcons virtuels. En cas de mauvais temps, les passagers peuvent toujours avoir une sensation d'extérieur, mais sans avoir à se protéger du vent ou de la pluie. Les adolescents ont aussi un endroit bien à eux réservé sur le navire. Il y a également un club spécial avec un jacuzzi privé, une zone de selfie, des jeux et des sièges confortables. La partie intérieure de ce club comprend un distributeur automatique, une collection intéressante de livres et des baby-foot. Il y a de quoi donner envie. 14 avril 1912. Une nuit froide quelque part dans l'Atlantique Nord. À bord du navire insubmersible le plus moderne de tous, le Titanic, un dîner est organisé. 2 hommes bien habillés sont assis à l'une des tables. L'un d'eux est un célèbre journaliste britannique. Il raconte à son interlocuteur une histoire à la fois intéressante et terrible. Tout a commencé environ 1000 ans avant notre ère, dans l'Égypte antique. Il y avait une femme,
née dans la ville de Thèbes. Personne ne sait qui elle était, ni ce qu'elle faisait. Mais elle avait un statut social élevé. Vers la fin de sa vie, elle avait été proclamée prêtresse au collège d'Amon-Ré. Son corps avait été embaumé et placé dans un cercueil en bois recouvert d'un couvercle massif portant l'image d'une femme et des inscriptions mystérieuses. On l'avait enterrée à Thèbes avec d'autres personnes de classe supérieure. La momie de cette femme est restée ici pendant près de 3000 ans. Ce lieu de sépulture avait été soigneusement caché. Vers la première moitié du 19e siècle, des habitants de la région ont découvert par hasard l'ancienne tombe. Ils ont troublé le repos de la prêtresse. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Mais la momie a été sortie de son sarcophage et a disparu sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de 4 amis fortunés d'Angleterre est venu en Égypte pour voyager sur le Nil. Ils ont d'abord visité les fouilles du temple d'Amon-Ré, puis de la ville de Luxor. C'est là qu'ils ont trouvé le sarcophage vide. Il représentait une prêtresse aux yeux noirs, regardant dans le vide. Il y avait quelque chose de sinistre dans son regard. Ils ne savaient pas à qui appartenait ce sarcophage, mais ils étaient tellement impressionnés par la beauté et l'énergie de leur découverte qu'ils ont décidé de l'acheter aux locaux. L'acheteur a disparu la nuit même, où le sarcophage lui a été livré à l'hôtel. Certains ont dit avoir vu l'homme quitter l'hôtel et se diriger vers le désert. Personne ne savait pourquoi, et on ne l'a jamais revu. Un autre homme du groupe a pris le sarcophage. Pendant leur retour, l'un des amis a été gravement blessé. En arrivant à Londres, le nouveau propriétaire du sarcophage a découvert que la banque où était placé tout son argent avait fait faillite. En un seul jour, l'homme est passé de riche homme d'affaires à mendiant. Un autre membre du groupe a également fait les frais de l'influence sinistre de leur découverte. Il a perdu la santé, son emploi, puis finalement la vie dans un accident, peu après son retour à Londres. Avant de faire faillite, le propriétaire a donné le sarcophage à sa sœur, qui vivait à Londres. L'un des amis de cette femme est entré dans la pièce, a vu l'artefact égyptien et a immédiatement ressenti une énergie dangereuse qui en émanait. La sœur du propriétaire a donc donné le sarcophage à un célèbre photographe. Il a pris des photos et a été horrifié. Selon ses dires, il a vu une vraie prêtresse à visage humain sur les photos. Elle le regardait avec un regard glacial et sinistre. Personne à part lui n'a touché la pellicule de l'appareil photo. Peu de temps après, le photographe a mystérieusement disparu. À partir de ce moment-là, l'histoire devient floue. Selon une version, la sœur du propriétaire a confié l'artefact au British Museum. L'homme qui l'a transporté est décédé peu après et son assistant a eu un terrible accident. Selon une autre version, l'objet sorti de la tombe égyptienne a été acheté par un riche homme d'affaires. Après cela, 3 membres de sa famille ont également eu un accident et sa maison a brûlé. Convaincu que ce sarcophage était maudit, il l'a rendu au British Museum. L'interlocuteur du journaliste écoute son histoire avec tant d'intérêt qu'il en oublie son dîner qui a refroidi. « Comment avez-vous su tout cela ?» demande-t-il. Le journaliste répond qu'il étudie depuis plusieurs mois tout ce qui concerne cette momie et ses propriétaires. Il a trouvé des preuves de tous les accidents et a reconstitué le tableau complet. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Lui demande l'interlocuteur. Il semblait que le fameux sarcophage allait enfin trouver la paix au sein du musée. La prêtresse était entourée d'autres rois et reines de différentes époques. Cependant, il n'y a eu aucun répit. Des scientifiques et des experts en langues anciennes ont essayé de déchiffrer les symboles du sarcophage. Et ils ont découvert que la plupart des inscriptions étaient des sorts et des malédictions, proférés à l'encontre de ceux qui osaient perturber le repos de la prêtresse. Chaque nuit, les gardiens du musée entendaient des coups provenant du sarcophage, accompagnés de pleurs et de cris. En plus, chaque nuit, quelqu'un dispersait divers objets dans le hall d'exposition. Tout le monde fut rapidement convaincu que l'esprit de la prêtresse continuait à émaner des forces magiques. Puis un collectionneur privé s'est intéressé au sarcophage et l'a acheté au musée. Pas pour sa collection, mais pour essayer d'en expulser l'esprit de la momie.
On ne sait pas de quelle manière il s'y est pris, mais il a échoué. Ensuite, il a réussi à vendre le sarcophage à un riche archéologue américain qui a décidé d'emmener la momie à New York. Et quoi? Que s'est-il passé ensuite? Demande l'interlocuteur avec intérêt. C'est tout. Fin de l'histoire, répond le journaliste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-il arrivé à la momie? Où est-elle maintenant? Le journaliste regarde alors son interlocuteur avec une certaine excitation. Elle est ici, sur le Titanic, dit-il. L'interlocuteur semble alors effrayé, mais le journaliste lui confirme que le sarcophage est bien là, et qu'il l'a vu de ses propres yeux. Après le dîner, ils se rendent dans leur cabine. Le journaliste se couche, mais ne peut s'empêcher de penser à la momie. Il essaie de se convaincre que tout ce qu'il a découvert sur la prêtresse n'est qu'un mythe. Cette malédiction n'existe pas. Au moment où il s'endort enfin, il ressent une légère secousse. Quelques minutes plus tard, un membre de l'équipage frappe à la porte de sa cabine. Il l'informe que tous les passagers doivent se rendre sur le pont supérieur car il est arrivé quelque chose au navire. Le journaliste sort sur le pont et voit une foule de personnes. Il n'y a pas encore de panique. Quelqu'un dit que quelque chose est arrivé au moteur. D'autres disent que c'est juste une précaution. Le journaliste comprend alors. Le bateau est en train de faire naufrage et c'est la prêtresse qui l'a provoqué. En moins d'une heure, le Titanic est complètement immergé. Une légende dit que la prêtresse aura influencé le capitaine du navire. Les membres de l'équipage n'auraient pas osé mettre une cargaison si précieuse dans la cale. Et ils auraient donc placé le sarcophage dans les appartements du capitaine. Cette nuit fatidique, le capitaine a décidé de voir le sarcophage de ses propres yeux. Puis son comportement est devenu étrange. On dit que le spectre a obscurci son esprit. Lorsque le navire est entré dans la zone remplie d'icebergs, il a refusé de ralentir malgré les suppliques de l'équipage. Le sarcophage repose peut-être encore aujourd'hui au fond de l'Atlantique Nord. Et la prêtresse a enfin trouvé la paix. Ok, cette histoire n'est rien de plus qu'une légende. Il n'y a aucune trace ou preuve que le Titanic transportait une quelconque momie ni un sarcophage. Cette légende est apparue quelques années après la catastrophe. À l'époque, il existait de nombreuses théories sur ce qui était arrivé au Titanic. Il a été coulé par des agences secrètes. C'est une cause extraterrestre. Le Titanic a été coulé pour obtenir l'argent de l'assurance. Ces théories farfelues étaient très populaires auprès du public. L'une d'elles a même été inventée par un journal bien connu. Les journalistes ont publié un article sur la momie maudite qui se trouvait à bord du Titanic. Les autres journaux ont repris la légende et elle est devenue très populaire. L'une des raisons pour lesquelles les gens croient en ce genre de choses est enfouie dans la psychologie humaine. Toute légende invraisemblable raconte quelque chose de secret. Des choses que les gens ne savent pas ou ne devraient pas savoir. Quand une personne lit cela, elle se sent spéciale, car elle connaît désormais un terrible secret. Ce sentiment de puissance est la raison de la popularité des théories du complot. Il est également important de noter que toutes ces théories sont vraiment intéressantes. Au fait, la momie de cette histoire existe réellement, et elle se trouve au British Museum. Plus précisément, il ne reste que le couvercle en bois du sarcophage avec l'image d'une femme. On ne sait toujours pas à qui il a appartenu. L'identité du dernier propriétaire est également inconnue. On sait juste que cette pièce a été transférée au musée à la fin du 19e siècle. C'est là qu'elle a été surnommée la momie malchanceuse. Le personnel du musée confirme qu'elle n'attire aucun malheur. Les cris et les coups provenant du couvercle ne sont qu'un mythe. Tu peux d'ailleurs venir le voir de tes propres yeux. Si tu l'oses, bien sûr. Dans le film Titanic, vous remarquerez l'absence de fumée au-dessus de la 4e cheminée du célèbre paquebot, et ce n'est pas une erreur. En 1911, l'année précédant le départ du célèbre paquebot, les grands navires étaient principalement équipés de 4 cheminées. Elles étaient nécessaires pour évacuer la chaleur et les fumées générées par leurs énormes chaudières. Le Titanic, véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie, n'avait besoin que de 3 cheminées pour fonctionner efficacement. Ainsi, la 4e a-t-elle été ajoutée pour des raisons purement esthétiques. La White Star Line pensait que le public aurait été déçu de ne voir que 3 conduits sur le plus grand navire de tous les temps. Les vaisseaux jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique possédaient également chacun une fausse cheminée pour la même raison.
Cette cheminée factice n'était pas totalement inutile et servait en réalité à la ventilation. Elle permettait d'évacuer les fumées de la salle des machines située dans le pont inférieur, ainsi que celle d'un des grands salons de première classe. Un grand conduit de ventilation, au lieu de plusieurs plus petits, permettait de désencombrer les ponts supérieurs, laissant ainsi davantage d'espace libre aux passagers. Lorsque le Titanic a sombré, ces cheminées, pesant chacune 60 tonnes, ont coulé avec le reste du navire. Elles étaient exceptionnellement hautes, afin de garantir que les passagers ne soient pas couverts de suie. Leur taille et leur poids leur ont permis de rester en position verticale, jusqu'à ce que le navire entame sa plongée finale. Plus légères que la proue, ces cheminées se sont dispersées parmi les autres débris. Le matériau relativement léger dont elles étaient faites s'est aplati en touchant le fond de l'océan et les bactéries mangeuses de fer vivant dans les profondeurs ont ensuite contribué à leur décomposition. La proue du Titanic est demeurée intacte lorsqu'elle a touché le fond de l'océan, mais la poupe a été complètement détruite. Lorsque le célèbre paquebot a percuté cet iceberg, la situation a très vite tourné au vinaigre. Il aura fallu 2h40 à cette future star de cinéma pour être entièrement submergée. La collision a d'abord permis à l'eau d'inonder 6 des 16 compartiments étangs. À mesure qu'elle se précipitait à tribord, le navire a commencé à s'incliner vers l'avant et légèrement vers la droite. À minuit, les compartiments endommagés déversèrent de l'eau dans les compartiments adjacents, créant un véritable chaos, car ces compartiments n'étaient étanches qu'horizontalement. Peu après, l'eau s'est mise à s'infiltrer par l'orifice servant à remonter l'ancre, et à 2h du matin, la proue s'enfonçait tandis que les hélices de la poupe étaient soulevées hors de l'eau. Le navire a continué à prendre l'eau jusqu'au moment où la proue a été submergée et où la poupe s'est élevée à presque 45 degrés. Le poids de ces énormes hélices a exercé une pression immense sur la partie médiane du navire. L'acier n'a pas résisté et a fini par céder. Les survivants ont décrit ce bruit assourdissant, semblable à celui de la porcelaine qui se brise, ou d'un échafaudage qui s'effondre. C'était la structure supérieure du Titanic qui cédait. À 2h12 du matin, la proue et la poupe n'étaient plus reliées que par la structure interne de la coque. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant environ 16 000 tonnes, s'est détachée de la poupe. Cette dernière s'est alors redressée brusquement en position quasi verticale avant de commencer à sombrer lentement. À 2h20, elle a complètement disparu sous l'eau. La proue a plongé à près de 20 km/h et a atteint le fond de l'océan près d'une demi-heure avant la poupe. Les deux sections du Titanic reposent désormais à 610 mètres l'une de l'autre, pointant dans des directions opposées. La proue est restée principalement intacte, simplement recouverte de boue. La poupe, quant à elle, s'est transformée en une épave méconnaissable en raison des implosions subies lors de la descente. L'air emprisonné à l'intérieur de la structure n'a pas pu résister à la pression croissante de l'eau à une telle profondeur. Les fusées de détresse ont joué un rôle crucial dans la tragédie du Titanic. En cas de naufrage, des fusées rouges doivent être lancées pour signaler un problème. Cependant, quelqu'un avait décidé d'équiper le Titanic de fusées blanches au lieu des rouges habituelles. Ainsi, lorsque le navire a heurté l'iceberg, l'équipage a tiré les dites fusées blanches. Le SS Californian, qui se trouvait à proximité, avait été averti de la présence d'icebergs dangereux dans la zone. L'équipage du Californian n'a pas repéré le Titanic en détresse, mais ils ont bien vu les fusées blanches. Leur radio était par ailleurs inutile car l'opérateur du Californian l'avait éteinte. Le capitaine, soupçonnant un problème, a alors envoyé un signal lumineux en morse au Titanic, mais n'a reçu aucune réponse car le navire avait déjà sombré. Un autre navire, le Samson, naviguait également près du Titanic. Chargé de grandes quantités de viande de phoque, chassée illégalement dans les eaux canadiennes et congelée, il naviguait sans feu pour rester discret. En voyant les fusées blanches du Titanic, l'équipage a cru qu'il s'agissait des gardes-côtes et a rapidement quitté ses eaux. Dépourvu de radio, le Samson n'a pas pu être informé de la catastrophe en cours et n'a appris la nouvelle qu'en atteignant les côtes islandaises le mois suivant. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la tragédie du Titanic, et l'une des plus récentes suggère qu'un incendie y a joué un rôle. Un journaliste irlandais, Senan Moloney, a joué les détectives pendant des décennies, explorant les mystères du naufrage, et a fait une découverte capitale. Un album photo, resté caché pendant un siècle entier après la tragédie. Sur les photos prises au chantier naval Harland & Wolff de Belfast, en Irlande du Nord, juste une semaine avant que le paquebot ne prenne la mer,
on peut clairement voir une immense tache noire de 9 mètres sur la coque du navire. Moloney a étudié ces photos et les témoignages de l'époque, affirmant qu'un incendie s'était spontanément déclaré à l'intérieur de l'une des énormes soutes à charbon du Titanic. Cet incendie a fait rage pendant 3 semaines entières, affaiblissant gravement un segment crucial de la coque du navire. À cette époque, la plupart des paquebots ne possédaient en somme qu'une seule coque, et c'était la seule protection dont disposait le Titanic. C'est pourquoi l'iceberg a réussi à percer si facilement le flanc du navire. Si ce n'avait été pour l'incendie, le Titanic aurait peut-être résisté à son impact avec l'iceberg. La compagnie qui exploitait le paquebot était d'ailleurs au courant de cette avarie, mais avait choisi de dissimuler cette information pour éviter toute publicité négative, car elle faisait face à une forte concurrence sur les voyages transatlantiques. Le Titanic était complet, ils ont donc fait le plein de charbon et navigué malgré tout. La Lune pourrait également avoir joué un rôle dans le naufrage. Notre satellite exerce une grande influence sur les marées terrestres. Plus il est proche de notre planète, plus les marées sont fortes en raison de l'augmentation de l'attraction lunaire. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers du Groenland. D'énormes morceaux de glace se sont détachés et ont commencé à dériver vers le sud. Cet événement de superlune est survenu juste 6 minutes après une grande marée. Lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, l'alignement de notre satellite, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint son apogée. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil de l'année, ce qui rendait cette gravité encore plus forte. Ce cocktail d'événements a créé des conditions parfaites pour l'une des plus puissantes marées de l'histoire, favorisant la dérive des icebergs détachés des glaciers du Groenland. Les opposants à cette théorie soutiennent que la différence de force de cette marée n'aurait pas été suffisamment significative pour être la cause principale du naufrage. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. John regardait la scène, incrédule, alors qu'il dérivait lentement sur un morceau de bois dans les eaux glaciales de l'Arctique. John voyait le navire sur lequel il avait travaillé et vécu, son énorme proue s'élevant vers le ciel, puis se brisant en deux, provoquant un bruit que seul le tonnerre pouvait égaler. Désemparé et abasourdi, il croyait que lui, et lui seul, connaissait la sombre vérité derrière la disparition du navire insubmersible, le Titanic. 5 jours plus tôt, alors que le Titanic prenait la mer pour son voyage inaugural, John travaillait dur aux côtés de ses collègues dans la soute à charbon, stockant le charbon pour alimenter le puissant fourneau du Titanic. Ils en avaient entreposé plus que John n'avait jamais vu sur aucun autre navire sur lequel il avait pu travailler. Mais c'était le Titanic, le plus grand navire qui ait jamais navigué sur les mers. Sur le Titanic, il ne pouvait jamais y avoir trop de charbon. Alors qu'il quittait Belfast et se dirigeait vers Southampton, une grande détonation s'est produite sous les ponts, qui est passée presque inaperçue. Le fourneau rugissait et les turbines turbinaient, faisant avancer le Titanic à un rythme accéléré. L'équipage criait tandis que le navire avançait, inconscient du bruit sourd qui entourait son départ. Une fois à Southampton, Greg est monté à bord parmi des centaines d'autres passagers. Avec 13 ans en mer, sa vaste expérience comprenait le rôle de quartier-maître sur 6 navires précédents, prêt à relever un nouveau challenge à bord du plus grand navire jamais construit. Il était impatient de relever un nouveau défi dans sa carrière. Greg est arrivé avec une grande expérience, notamment de la navigation dans l'Arctique. Son rôle était essentiel au sein de l'équipage, comprendre les mers autour du pôle Nord. Il serait une vigie clé alors qu'il s'apprêtait à emprunter la route périlleuse de l'allée des icebergs. Greg avait quelques inquiétudes concernant le voyage. L'orbite de la Terre était remarquablement proche du Soleil et de la Lune, ce qui provoquait des marées plus importantes. Cela rendrait les icebergs plus proéminents, les faisant dériver plus près de la route du Titanic lors de son voyage vers New York. En évaluant la tour de guet
Et en inspectant le matériel disponible, Greg n'a pas trouvé de jumelles. Cela l'a inquiété, mais les marins se sont contentés d'en rire. Si le bar est à court de glaçons, nous ne manquerons pas de racler un iceberg pour nous réapprovisionner, a dit un marin en riant. Greg ne partageait pas cette légèreté. Désireux de découvrir pourquoi ils avaient été laissés en rade d'équipement dans un rôle aussi vital sur le vaisseau, Greg a enquêté davantage. Malheureusement, l'officier qui avait les clés de l'armoire aux jumelles avait été radié de l'équipage à la dernière minute. Greg n'arrivait pas à croire qu'un élément d'une telle importance ait pu être oublié. Pour un navire aussi puissant avec autant de personnes à bord et qui empruntait un itinéraire particulièrement dangereux, cela n'avait aucun sens. Mais par peur d'être mis à pied pour avoir violé la propriété du navire, Greg a laissé tomber en espérant qu'il n'aurait finalement pas besoin de jumelles. En fin de compte, si des icebergs étaient attendus, un avertissement serait fait au capitaine l'informant de tout danger potentiel. Greg était loin de se douter que l'avertissement avait bel et bien été émis, notifiant les dangers qui les attendaient. Mais que le télégramme ne comportait pas le préfixe requis, qui devait assurer une livraison directe au capitaine. L'avertissement crucial a donc été négligé. Sous le pont, John et son équipe se préparaient au départ. En alimentant les moteurs, il a remarqué un résidu de gaz d'échappement épais, bien trop lourd pour provenir des fourneaux. L'équipage a cherché partout, dans les ponts inférieurs. Après une recherche approfondie, ils ont réussi à localiser la cause de l'échappement. Il s'agissait d'un tas de charbon ardent dans une soute à charbon, sans que l'on sache quand il s'était enflammé. Une accumulation de charbon avait manifestement couvé, augmentant lentement en taille. La quantité de charbon qui couvait était inquiétante. L'alarme a été déclenchée, alertant un agent pour qu'il examine la question. L'officier a évalué les dégâts et a confirmé au capitaine qu'ils étaient jugés peu préoccupants car seuls des dégâts mineurs avaient été causés. John n'était pas convaincu par cette évaluation car il savait que dans les espaces confinés entourés de cloisons en fer, il se crée un environnement semblable à un four qui intensifie la chaleur avec le temps. Le Titanic continuait d'avancer, ce qui n'avait aucun sens pour John car il venait seulement de partir de Southampton. Il était persuadé qu'ils allaient faire demi-tour. John et son équipe ont reçu l'ordre de pelleter le charbon déjà embrasé dans le fourneau et de continuer jusqu'à ce que le contenu fumant soit consumé. C'était une tâche minutieuse qui pourrait prendre tout le voyage. L'apport continu de charbon ferait en sorte que les turbines tournent à un rythme constant et accéléré, ce qui n'était pas ce pourquoi le Titanic avait été conçu. Il était destiné à être un paquebot de luxe et non à battre des records de vitesse. Cependant, le monde serait enthousiasmé de voir le Titanic non seulement comme insubmersible, mais aussi comme le paquebot plus rapide. John et son équipe ont continué à pelleter le charbon dans le fourneau pendant plusieurs jours. La température à l'intérieur de la proue augmentait chaque jour. La chaleur contenue dans la cloison était si forte que cette dernière s'était affaiblie là où les parois se rejoignaient et au niveau des rivets en fer. 2 jours de plus, juste 2 jours de plus. John riait, essayant de remonter le moral de ses collègues qui travaillaient sans relâche. Mais alors qu'il riait, plaisantait et avait hâte de retrouver la terre ferme, ils s'approchaient sans le savoir de leur dernier repos. Le Titanic filait à toute allure, sur une mer calme. Greg regardait devant lui, tout en haut dans la tour de guet, gardant un œil attentif, car ils étaient maintenant en territoire d'iceberg. Même si la voie était libre, de faux horizons pouvaient se produire, créant une confusion sur la distance réelle des objets au loin. Alors qu'ils voyageaient dans les eaux du Gulf Stream, vers le courant plus froid du Labrador, les colonnes d'air pouvaient se refroidir de bas en haut, créant une inversion thermique. Cette pression atmosphérique, incroyablement élevée, prévient la présence de brouillard, offrant une vue faussement dégagée. Mais l'inversion thermique peut aussi créer des illusions d'optique, qui montrent l'horizon plus loin, apparaissant plus haut dans le lointain, et masquent tout objet qui pourrait le précéder. Ces faux horizons cachent facilement des icebergs en approche. Greg connaissait les périls d'une mer calme en Arctique, préférant les eaux agitées où il est plus facile de détecter les icebergs à travers les vagues. Du haut de sa vigie, il regardait vers le sombre abîme qui se trouvait devant lui. Soudain, à 1,5 km droit devant lui, une gigantesque forme a surgi soudainement des eaux sombres environnantes. « Iceberg droit devant !» a crié Greg à son collègue qui a rapidement appelé la barre et leur a ordonné de barrer à fond à tribord. Le timonier a reçu l'appel. Dans le feu de l'action, il a tourné la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces conventions étant relativement récentes, il s'est rendu compte qu'il avait tourné la roue dans le mauvais sens et a rapidement pris la direction opposée. Le navire s'est dirigé vers l'iceberg, virant sur le côté bâbord tout en réduisant sa vitesse. Bien qu'il y ait eu un retard pour tourner la roue, cela n'a peut-être pas fait de différence étant donné la courte distance et la vitesse à laquelle il naviguait. Alors qu'il s'approchait de l'iceberg,
Il semblait qu'ils allaient pouvoir le contourner, mais plus de 87% du volume d'un iceberg est immergé. Et alors qu'ils arrivaient par le côté, la glace cachée sous la surface a frappé la proue à bâbord, perçant le côté de la coque sur une surface d'1 mètre carré. Le navire a tremblé et tout le monde à bord a compris que quelque chose se passait. Mais dans la confusion et la peur, ils n'étaient pas conscients des dégâts. Alors qu'ils reprenaient leurs esprits, 6 des 16 compartiments se remplissaient rapidement d'eau. Le navire ne pouvait perdre que 4 compartiments avant de couler. Le temps s'écoulait alors que le Titanic amorçait sa descente vers les profondeurs. La cloison, affaiblie par les piliers et les rivets en fonte, s'est brisée sous la pression et le changement soudain de température de l'eau glacée. L'appel a été lancé d'abandonner le navire. Les canaux de sauvetage ont été préparés afin d'être mis à l'eau pendant que des signaux de détresse étaient envoyés aux navires voisins. L'opérateur radio était assis et appelait sans relâche un navire proche qui avait été en contact avec le Titanic peu de temps avant. Il y avait eu une communication constante avec ce navire au cours des derniers jours, fournissant des avertissements au sujet d'iceberg depuis que le Titanic était parti de Southampton. Le dernier message d'avertissement reçu datait d'1 heure à peine. En recevant le dernier avertissement, l'opérateur avait répondu par un méprisant « Taisez-vous », supposant que ces avertissements étaient essentiellement inutiles. Suite à cette réponse malencontreuse, l'autre navire a observé un silence radio. Le navire le plus proche qui répondait à leurs signaux de détresse se trouvait à 800 km. Trop loin pour apporter une quelconque aide, en temps et en heure. D'innombrables erreurs ont donc causé la fin tragique du Titanic, délibérément ou par pure ignorance. La plus terrible d'entre elles était le nombre de personnes à bord du navire, 2224 personnes. Or, il n'y avait de canaux de sauvetage que pour en sauver 1178, soit à peine la moitié. Le Titanic a coulé le 14 avril 1912, emportant avec lui tous les biens des passagers ainsi que les équipements du navire dans les profondeurs sombres des océans. Ces objets ont patiemment attendu d'être retrouvés jusqu'en 1985. Malgré la rapide disparition du navire, des plongeurs dans de petits sous-marins ont réussi à récupérer de nombreux artefacts de l'épave. Si tu te demandes à quoi ressemblent ces objets surprenants, alors suis-moi. Un certain nombre de musées possèdent des collections d'objets du Titanic ayant été récupérés par des plongeurs ou donnés par des survivants et leurs proches. Certains de ces objets sont même vendus aux enchères. Alors si tu es prêt à dépenser une jolie somme pour un artefact unique, pourquoi pas? Le premier artefact sur ma liste est la montre de poche de John Chapman, passager du Titanic en lune de miel avec sa femme Elizabeth. Quand le paquebot a heurté l'iceberg, Elizabeth a eu une place dans un canot de sauvetage à côté de son ami, Emily Richard. Mais M. Chapman ne pouvait monter. Fidèle à son amour, Elizabeth s'est détournée de l'embarcation en disant « Adieu ». Si John ne peut pas monter, alors moi non plus. C'est là une démonstration poignante de l'amour véritable. Peu après, le navire a sombré. La montre de poche de Chapman, soigneusement examinée par les experts, révèle un détail déchirant. Elle s'est arrêtée vers l'heure du naufrage. Te souviens-tu de la scène emblématique du film Titanic où l'orchestre du navire continuait à jouer alors que celui-ci sombrait? Le violon, joué par le vrai musicien, a été vendu aux enchères pour 1,7 million de dollars en 2013. On dit que l'orchestre a joué « Nearer, my God, to thee » alors que le paquebot sombrait. Puisque nous avons évoqué le groupe, nous pourrions également faire la lumière sur un morceau de musique trouvé sur le navire. C'était la chanson « Put your arms around me, honey ». Étant donné que le papier se détériore presque instantanément au contact de l'eau, c'est un miracle de voir ces documents. Le menu du déjeuner fait aussi partie des documents papier préservés. Vêtus de leur belle tenue, les passagers en première classe savouraient leur déjeuner sans savoir que c'était le dernier. Cet objet unique a été vendu aux enchères pour 122 000 dollars. Les repas étaient adaptés à la classe, par exemple. On dégustait de la dinde rôtie, de l'agneau de printemps ou du haddock au four en première classe. En comparaison, un déjeuner en troisième classe était composé de soupe de riz, de pain frais, de rôti de bœuf et de sauce brune. Il y avait aussi des biscuits de cabine que les passagers mangeaient pour atténuer le mal de mer. En plus du menu, un billet VIP a également été récupéré. Le numéro du billet reste lisible, 342.
À la 5e place, on a des échantillons de parfums édouardiens. Un chimiste du nom d'Adolphe Saalfeld a embarqué sur le Titanic avec divers échantillons de bouteilles de parfum. Pourquoi les avait-il avec lui? Eh bien, Saalfeld prévoyait d'ouvrir une parfumerie en Amérique. 61 flacons de parfum ont coulé avec le navire. Heureusement, leur propriétaire a survécu. Mais ces échantillons ont coulé et n'ont été redécouverts que récemment par les plongeurs. Lorsqu'on fait tomber une assiette par accident, elle se brise généralement en morceaux. Mais as-tu déjà imaginé récupérer une assiette intacte du Titanic? Eh bien, c'est possible. Les vaisselles originales de la White Star en sont la preuve. Apparemment, chaque classe de passagers avait non seulement des repas différents, mais aussi des assiettes différentes. Les assiettes retrouvées ont un motif floral vert et marron, une bordure dorée et un logo au centre. Au fait, elles sont vendues aux enchères et sont disponibles en ligne. Poursuivons avec des histoires personnelles émouvantes. La romance de Rose et Jack dans le film est fictive, mais le navire a certainement été le témoin de nombreux récits romantiques. Voici une lettre d'amour pour le prouver. Les messages nous racontent la vie à bord pendant les derniers jours. Cette lettre, datée du 10 avril, a été écrite par Kate Buss. Elle mentionne entre autres qu'elle avait le mal de mer ou encore qu'elle devait dîner dans une demi-heure. Cette lettre n'était pas la seule que les plongeurs ont remontée à la surface. Par exemple, il y a la lettre qu'Esther Hart a écrite à sa petite fille Eva. La lettre a été vendue aux enchères pour 119 000 €. Il s'agit probablement de la dernière lettre ayant été écrite à bord, puisqu'elle a été écrite seulement 8 heures avant la tragédie. Elle n'est pas trop endommagée car elle était dans la poche du manteau du mari d'Esther. Une autre lettre qu'on peut mentionner est celle du docteur John Simpson. C'est un de ses derniers mots à sa mère. Laisse-moi te présenter Edith Rosenbaum. Elle était à bord avec son cochon porte-bonheur. Edith avait été gravement blessée dans un accident avant de prendre le paquebot. Sa mère lui avait donné ce jouet pour la soutenir pendant sa convalescence. En réalité, c'était une boîte à musique en forme de cochon. Edith s'en est servie pour apaiser les jeunes effrayés dans son canot de sauvetage. L'objet suivant est le sifflet de Lillian Winifred Bentham, une passagère en 2e classe. Au cours de cette terrible nuit, Lillian était dans sa cabine. Elle ne croyait pas au naufrage du Titanic. Après tout, c'était le navire insubmersible. Son ami l'a finalement persuadée de monter dans un canot de sauvetage. C'est à ce moment-là qu'elle a compris la gravité de la situation. Peu de temps après, elle a vu le navire se briser en deux. Alors que le canot de sauvetage dérivait dans la nuit, Lillian a aperçu un membre d'équipage qui avait également été secouru. Sans hésiter, elle l'a enveloppé avec son manteau de fourrure. Il faisait un froid glacial. Elle a donc probablement sauvé la vie de cet homme avec son geste. En signe de gratitude, l'homme lui offre son sifflet, qu'il avait utilisé toute la nuit pour appeler à l'aide. Cette paire de gants blancs en coton est l'un des artefacts les plus rares ayant été récupérés du Titanic. Ils appartenaient à un gentleman, dont l'identité reste inconnue. Généralement, un tissu ne résiste pas à une immersion sous l'eau pendant des décennies. Mais ces gants ont l'air bien conservés, avec des détails fins et une élégance toujours visible. On a également retrouvé une cloche d'alarme. Oui, c'est la fameuse cloche, celle qu'on a sonnée pour avertir les gens de l'iceberg. Frederick Fleet et Reginald Lee étaient aides de garde cette nuit-là. Tous deux ont survécu. C'est Fleet qui a aperçu l'iceberg avant que le navire ne le percute. Ce qui est ironique, c'est que Fleet et Lee n'avaient pas accès aux jumelles. Elles étaient rangées dans une armoire dans le nid de pie. Cependant, la clé de cette armoire se trouvait dans la poche d'un membre d'équipage qui avait été réaffecté à la dernière minute sur un autre navire. S'ils avaient des jumelles, ils auraient repéré l'iceberg plus tôt et le Titanic aurait sûrement pu éviter la collision. Les plongeurs retrouvent non seulement les effets personnels des passagers ou de l'équipage, mais aussi des éléments appartenant au navire lui-même. Le prochain artefact est le grand escalier, dont certaines parties sont récupérées de l'épave. Il est devenu un lieu de rencontre pour les passagers en première classe. S'ils voulaient visiter les bains turcs pour une journée spa ou dîner, ils se retrouvaient à l'escalier et y allaient ensemble. Celui-ci témoigne du luxe à bord du Titanic. Un autre objet miraculeusement préservé du Titanic est son plan. Un des artefacts les plus chers vendus aux enchères.
et qui fait environ 10 mètres de large. Quoi d'autre? On a également retrouvé le logomètre, un appareil utilisé pour vérifier la vitesse de navigation du navire et la distance parcourue. Les experts disent qu'à partir du départ à midi, le 14 avril, l'appareil a enregistré 268 miles marins. Et ce n'est pas tout. On a également retrouvé un énorme morceau de coque, connu sous le nom de Big Piece, et qui pèse 15 tonnes. Les plus grands hublots étaient pour les cabines, et les plus petits pour les toilettes. Cette pièce a été trouvée en 1994, mais c'est en 1998 qu'on a réussi à la remonter. Après toutes ces années passées sous l'eau, elle était infestée de vie marine, mais étonnamment, les hublots avaient toujours du verre. Imaginons que tu sois plongeur et que tu ne puisses récupérer qu'un seul de ces objets. Lequel choisirais-tu? Le 10 avril 1912, le RMS Titanic a appareillé depuis l'Angleterre. Mais ce n'était pas le lancement d'un navire ordinaire. À l'époque, le Titanic était le plus grand paquebot jamais construit. Il mesurait 269 mètres de long, soit presque la taille de 3 terrains de football. Et de la coque au sommet des cheminées, il avait une hauteur impressionnante de 53 mètres, soit la taille d'un immeuble de 17 étages. Considéré comme insubmersible, il a fallu près de 3 ans à 3000 ouvriers pour le construire. Mais à peine 4 jours après son tout premier voyage, à 23h40, le navire est entré en collision latérale avec un iceberg et a disparu sous la surface de l'océan Atlantique. Il n'a fallu que 2 heures et 40 minutes au géant pour couler. Et sur les plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord, seuls 706 ont survécu. L'épave resterait perdue pendant encore 73 ans, cachant ses nombreux secrets dans les eaux glaciales de l'Antarctique. Et s'il n'y avait pas eu un homme dont la vie entière a été consacrée à l'exploration de la mer, le navire géant aurait pu rester perdu beaucoup plus longtemps. Cet homme était Robert Ballard. Enfant, il était déjà obsédé par l'océan. Cette fascination a commencé alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est alors qu'il a regardé une adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Ce film avait tout pour stimuler l'imagination d'un adolescent, avec de l'aventure, des créatures étranges et un puissant véhicule sous-marin appelé le Nautilus. Il pouvait voyager partout dans le monde. À partir de ce moment, la vie sur la terre ferme n'intéressait plus Ballard. À 23 ans, il a été affecté à l'unité de submersion profonde où il a aidé à développer des techniques pour fouiller le fond de l'océan. Sa plus grande réalisation aura été la création d'Alvin, un petit sous-marin facile à manœuvrer qui pouvait transporter 3 personnes. Il était également doté d'un bras mécanique externe conçu pour recueillir des échantillons sous-marins pendant que l'équipage restait en sécurité et au sec à l'intérieur. Le sous-marin Alvin s'est rapidement révélé utile pour exécuter diverses tâches. Par exemple, il a un jour été utilisé pour retrouver un avion qui s'était écrasé en mer. Mais l'embarcation a connu une série de revers. Une nuit, elle a été attaquée par un espadon, ce qui l'a forcé à devoir refaire surface rapidement. L'espadon, coincé dans la couche extérieure du sous-marin, a fait office de dîner cette nuit-là. Et en octobre 1968, le sous-marin était en train d'être abaissé lorsque les câbles qui le retenaient ont lâché, le laissant tomber dans l'eau avec 3 membres d'équipage à bord. Et comme le petit navire était encore ouvert, il s'est immédiatement rempli d'eau et a rapidement commencé à couler. Heureusement, l'équipage a réussi à s'échapper, mais Alvin a bel et bien disparu. Le mauvais temps a entravé les multiples tentatives de récupération de l'appareil. Ce n'est que l'année suivante qu'il a finalement été repêché. Avec le temps, Alvin a été amélioré. Sa coque a été renforcée par du titane, lui donnant un indice de profondeur plus élevé, ce qui l'a rendu encore plus apte à l'exploration des océans. Le sous-marin spécialisé s'est avéré utile dans de nombreuses expéditions menées par Ballard, qui en compte plus de 100. L'homme a été un des premiers à explorer une chaîne de montagnes sous-marines appelée la dorsale médio-atlantique, au milieu de l'océan du même nom. Et quand il a trouvé des évents thermiques dans le rift des Galapagos à la fin des années 70, il a aussi aidé à découvrir et à documenter le processus de chimiosynthèse, qui est une synthèse chimique complexe de l'énergie alimentaire par les bactéries. Mais sa plus grande découverte était encore à venir. Ballard a affirmé qu'il n'avait jamais été un fanatique du Titanic.
Mais il a fini par être obsédé par la recherche du navire, après avoir vu d'autres explorateurs essayer et échouer. Comme il l'a dit par après, le Titanic était clairement le deuxième mont Everest de l'époque. Beaucoup d'autres avaient essayé. Beaucoup qui, selon moi, auraient réussi ou auraient dû réussir, mais ne l'ont pas fait. Ballard a commencé à envisager de retrouver le navire dès 1973, et 4 ans plus tard, il a concrétisé cette tentative. Il a utilisé le navire de sauvetage en eau profonde Sea Probe, qui était un navire de forage équipé de caméras et d'un sonar. Mais il a été obligé d'abandonner lorsque le tuyau de forage s'est rompu. Ce n'était tout simplement pas son heure. Au début des années 80, un magnat du pétrole texan, nommé Jack Grimm, a essayé de retrouver l'épave à 3 occasions différentes. Une fois, Grimm était juste au-dessus du Titanic, mais son équipement n'a pas réussi à le détecter. Pas de chance. Ballard attendait son heure. Il avait besoin d'un plan et d'aide. Le premier problème était de descendre au fond de l'Atlantique. La plus grande descente qu'il avait effectuée auparavant était de 6000 mètres, et cette descente lui avait pris 3 heures, sans compter la remontée. Ballard savait qu'il pouvait compter sur Alvin, déjà amélioré avec une coque en titane, pour résister à la pression de l'océan. Mais il avait aussi besoin de quelque chose qui ne l'oblige pas à descendre avec lui. Un sous-marin télécommandé sans pilote aurait été idéal. Mais d'abord, il devait en créer un. Il s'est adressé aux autorités, espérant qu'elles fourniraient un financement pour son projet. Et bien que le gouvernement d'alors n'ait guère été emballé par le Titanic, ils étaient prêts à l'aider. Mais ils ont posé une condition. Ballard devait d'abord se concentrer sur la recherche de 2 sous-marins, le Thresher et le Scorpion, qui avaient coulé au fond de l'océan Atlantique dans les années 60. Les autorités espéraient les étudier pour découvrir pourquoi elles avaient coulé en premier lieu. Elles voulaient aussi savoir s'il était possible de les récupérer ou s'il était plus prudent de les laisser au fond de l'océan. Ce n'est que lorsqu'il aurait accompli cette tâche qu'il serait libre d'utiliser le temps restant sur son contrat pour trouver le Titanic. N'ayant aucune option de financement, Ballard a accepté l'offre. Il s'est mis au travail. Tout d'abord, il a créé 2 nouveaux appareils. Argo était un traîneau sous-marin à caméra vidéo, non piloté et remorqué en profondeur. Il était conçu pour prendre des photos et enregistrer des vidéos à partir d'une série de caméras embarquées. Il pouvait opérer à des profondeurs allant jusqu'à 6000 mètres et explorer près de 98% du fond de l'océan. Argo était censé être attaché à un bateau. Lorsque le bateau se déplacerait, Argo serait tiré derrière, glissant juste au-dessus du fond de l'océan. La caméra transmettrait ensuite des images à la surface. Le deuxième appareil était un petit véhicule robotisé appelé Jason Jr. Il était aussi contrôlé à distance, ce qui permettait à l'équipage, à l'intérieur d'un submersible comme Alvin, de s'approcher et de photographier les objets sous-marins. Ballard était maintenant paré. Il savait qu'il devait trouver ses sous-marins rapidement. Et cela ne lui prit pas longtemps. À son grand soulagement, la recherche a été relativement simple. Et il a pu remplir ses obligations avec 12 jours d'avance. Avec presque 2 semaines à consacrer à la recherche du Titanic, il est parti explorer l'océan. Il a concentré ses recherches près de Terre-Neuve, au Canada, en tirant Argo le long du fond de l'océan et en examinant les images recueillies. Et après quelques journées infructueuses, ils ont fini par trouver des plaques de coque rivetées et une chaudière. Est-ce que ça pouvait être ça ? Le jour suivant, la grande proue d'un navire a été révélée. Le 1er septembre 1985, Ballard et ses compagnons d'équipage ont réalisé qu'ils avaient enfin trouvé le navire tristement célèbre. La découverte a suscité un mélange d'émotions. Ballard était excité d'être le premier à trouver la dernière demeure du Titanic. Mais il était aussi submergé par le sentiment de chagrin pour ceux qui avaient souffert lorsque le navire avait sombré. Pendant les 4 jours suivants, l'équipage a exploré l'épave. Ils ont trouvé la vigie, d'où l'iceberg avait été repéré pour la première fois. De plus, il y avait enfin des preuves de la façon dont l'énorme navire s'était fendu en 2 avant de couler, avec les 2 moitiés du navire retrouvées. Il y avait des meubles et de la vaisselle, et malheureusement, plusieurs chaussures en cuir de ceux qui n'avaient pas réussi à se mettre en sécurité étaient éparpillées au fond de l'océan. Ballard a réussi là où d'autres avaient échoué, et est rapidement devenu une célébrité mondiale. On pourrait penser que localiser le Titanic serait suffisant pour un seul homme, mais pas pour Ballard.
En 2019, il a relevé le défi de résoudre un autre mystère, la disparition d'Amelia Earhart. Elle avait tenté d'être la première femme à faire le tour du monde en avion. Malheureusement, elle a disparu quelque part au-dessus de l'océan Pacifique en 1937. Elle et son aéronef n'ont jamais été retrouvés. Ballard espérait que sa chance l'aiderait à trouver l'endroit où Earhart s'était écrasée. Mais son expédition n'a rien donné. Et bien que Robert Ballard ait découvert plus d'épaves que quiconque, ce n'est là, pour ainsi dire, que la partie émergée de l'iceberg. On estime qu'il y a plus de 3 millions d'épaves dans l'océan, et Ballard n'en a localisé qu'une centaine. Aujourd'hui, âgé de presque 80 ans, l'homme souhaite encourager les jeunes à poursuivre son travail d'exploration des océans et de leurs nombreux mystères. En 1989, il a lancé le projet Jason Learning pour inciter les élèves des écoles primaires à s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques. Il possède également son propre navire de recherche appelé EV Nautilus, d'après le nom du sous-marin dans le roman de Jules Verne. Un hommage approprié à l'histoire qui aura inspiré sa carrière. Personne n'aurait jamais pu imaginer que l'insubmersible Titanic entrerait en collision avec un iceberg. À l'exception d'un homme, William Thomas Stead. Enfin, pas comme ça, d'un coup, bien entendu. Ce n'est pas comme s'il s'était réveillé en sursaut un beau jour en imaginant le désastre du Titanic. Il a plutôt écrit une nouvelle édifiante intitulée « Comment le paquebot postal sombrera au milieu de l'Atlantique par un survivant le 3 mars 1886 », soit 26 ans avant le naufrage du Titanic. Récapitulons brièvement. Le Titanic se rendait à Southampton, à New York, à travers l'Atlantique Nord en avril 1912. Le navire a heurté un iceberg et moins de 3 heures plus tard, il était complètement submergé. Sur les 2208 personnes à bord, seuls 706 ont survécu, en raison du nombre limité de canaux de sauvetage et de l'eau glacée. Un autre navire de passagers, le Carpathia, a entendu son appel de détresse, recueilli les survivants et les a ramenés sains et saufs à New York. La nouvelle écrite par William Stead raconte l'histoire de Thomas, un marin britannique, qui monte à bord d'un paquebot à destination des États-Unis. À un moment donné, le protagoniste se rend compte qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde à bord du navire, au cas où quelque chose se produirait. Quelques jours plus tard, un épais brouillard cache toute visibilité. Le navire joue clairement de malchance, puisqu'il entre en collision avec un vaisseau errant, tout comme le Titanic a heurté son iceberg. Seuls 200 des 916 passagers parviennent à atteindre les États-Unis sains et saufs. Le personnage principal réussit néanmoins à survivre en sautant à l'eau et en grimpant dans l'un des canaux de sauvetage. On pourrait penser que cette histoire aurait incité tous les armateurs à ajouter des canaux de sauvetage supplémentaires sur les navires. Mais malheureusement, elle a reçu très peu d'attention lors de sa publication. Encore plus tragique, William Thomas Stead se trouvait à bord du Titanic lorsqu'il a coulé, et il n'a pas survécu. Les survivants qui avaient fait la connaissance de Stead ont mentionné que c'était un homme affable qui aimait beaucoup discuter pendant les repas. Il admirait la conception du navire et louait sa robustesse. Des témoins ont également relaté qu'il s'était montré digne d'éloges alors que le navire sombrait, en cédant son gilet de sauvetage à un autre passager. Journaliste de métier, il se rendait à New York pour une cérémonie. L'une de ses plus importantes contributions au journalisme moderne aura été l'emploi d'illustrations dans chacun de ses articles. Il a également introduit les interviews de presse qui sont encore utilisées aujourd'hui, de même que les illustrations. Mais cette histoire n'était pas le seul ouvrage à avoir prédit une telle catastrophe. Morgan Robertson était un auteur et un ancien capitaine de navire qui écrivait des nouvelles et des romans. Son œuvre la plus remarquable est Le naufrage du Titan. Elle est également connue sous le nom de Futility. Le livre a été écrit en 1898, soit 14 ans avant le Titanic. Il s'agit d'une fiction relatant l'aventure du Titan, un paquebot similaire au Titanic, qui traverse l'Atlantique Nord. Par une incroyable coïncidence, le Titan est aussi rapide que le Titanic et partage de nombreuses autres similitudes avec lui, comme sa taille ou sa conception. Le livre le décrit comme insubmersible et comme le plus grand navire à jamais fendre les mers. Et c'est aussi ce que l'on disait du Titanic. Une autre similitude étrange est le nombre limité de canaux de sauvetage dont il dispose. L'histoire se déroule en avril, et c'est à ce moment-là que le Titanic a justement commencé son voyage et heurté un iceberg. L'histoire du Titan mentionne également que presque personne ne survit à l'horrible accident. Contrairement à l'histoire de Stead, le protagoniste de Robertson emprunte un chemin différent. Le naufrage du Titan se produit quelque part au milieu du livre. Ainsi, après la catastrophe, le personnage principal poursuit sa vie.
Ce livre est revenu sur le devant de la scène après le désastre du Titanic. Comment quelqu'un pouvait-il décrire avec autant de précision les événements qui se dérouleraient près de 10 ans plus tard ? Beaucoup ont commencé à croire que Robertson pouvait deviner l'avenir, mais en réalité, Robertson s'y connaissait tout simplement en navire. Il lui aura été facile de décrire les détails les plus infimes sans faire de recherches supplémentaires. En réalité, l'une des plus grandes menaces pour les navires de l'époque était de heurter un iceberg ou d'entrer en collision avec d'autres navires. L'histoire suivante semble quelque peu mystérieuse. Un jour, Alex Mackenzie a entendu une voix qui l'a averti de ne pas monter à bord du Titanic. Mais quand il s'est retourné, il n'y avait personne. Alors qu'il continuait de marcher, la voix lui a parlé de nouveau. Mais cette fois, elle était plus forte et plus distincte. Il a pris l'avertissement au sérieux et décidé d'annuler son voyage et de retourner à Glasgow, en Écosse, sa ville natale. Ses grands-parents n'étaient pas très contents de le retrouver au bercail plutôt qu'à bord du Titanic. Après tout, le billet coûtait très cher. Cette déception s'est très vite dissipée lorsqu'ils ont appris que le navire avait heurté un iceberg. John Coffey était membre de l'équipage du Titanic, mais il a décidé d'abandonner le voyage lorsque le paquebot s'est arrêté dans sa ville natale de Queenstown en Irlande. Sa voix intérieure lui a dit de quitter le navire, ce qu'il a fait. Il n'avait que 23 ans à l'époque, et pour quelqu'un de son âge, ça aurait pu être un coup de pouce majeur à sa carrière et une occasion de s'épanouir. Toutefois, cette horrible tragédie n'a pas empêché notre homme de signer à bord du RMS Mauritania, quelques mois seulement après le naufrage du Titanic. Tu parles d'un engagement. Des informations supplémentaires ont été dévoilées sur ce qui a pu contribuer au désastre du Titanic. Les constructeurs ont insisté sur le fait que le navire était insubmersible, mais de nombreuses personnes ont ensuite émis l'hypothèse que les plaques d'acier du navire étaient trop fragiles pour les eaux glaciales de l'Atlantique. Cela a pu faire sauter les rivets, permettant à l'eau de l'océan de s'infiltrer à l'intérieur. Une autre théorie veut qu'un incendie se soit déclaré sous les ponts du Titanic, qui aurait fait rage pendant 3 semaines avant le voyage. Ce feu aurait pu ramollir l'acier, permettant à l'iceberg de le déchirer comme un couteau dans du beurre. Certaines photos prises avant que le navire ne parte en voyage montrent des marques noires sur la coque, qui pourraient avoir été causées par le feu. Quoi qu'il en soit, l'iceberg aurait de toute façon causé des dommages importants, qu'il y ait eu un incendie ou non. Certaines personnes blâment également les concepteurs du Titanic. Le navire avait été construit avec de grands joints à sa base, qui se sont probablement rompus facilement lors de la collision. Bien sûr, ce ne sont là que des théories, mais nous savons avec certitude que l'iceberg était l'antagoniste principal de ce drame et que les travaux de Stead et Robertson auraient dû être pris au sérieux. Quoi qu'il en soit, cela servira de leçon à l'avenir et permettra d'éviter des tragédies similaires. Au fait, les paquebots et les navires de passagers n'existeraient pas sans Thomas Newcomen. En 1712, il a inventé un moteur à vapeur si puissant qu'il pouvait produire suffisamment d'énergie pour propulser un navire. Et c'est un siècle plus tard, en 1819, que le premier bateau à vapeur a traversé l'océan Atlantique jusqu'à Liverpool au Royaume-Uni. Il ne lui aura fallu que 29 jours pour traverser l'océan. L'industrie maritime du transport de passagers a connu un essor au début des années 1900, lorsqu'il est devenu plus facile pour les gens d'émigrer en Amérique ou de partir en vacances. Au fil des décennies, l'avion a fini par supplanter les navires de passagers, car les aéronefs étaient plus rapides et plus efficaces. De nos jours, il est assez rare qu'un navire de passagers entre en collision avec quoi que ce soit en pleine mer. Les technologies modernes permettent de détecter tout ce qui pourrait constituer une menace et même de prévoir les tempêtes. De nos jours, les bateaux de croisière sont des géants comparés aux navires de l'époque du Titanic. Les navires d'aujourd'hui peuvent transporter près de 2 fois plus de passagers et disposent d'équipements dont les gens de l'époque ne pouvaient que rêver. La plupart de nos navires de croisière proposent plusieurs restaurants, plusieurs piscines et des salles de jeu où se détendre. Si vous êtes d'humeur à vous amuser, vous pouvez même assister à des spectacles. Et n'oublions pas la possibilité d'accueillir des hélicoptères. Aucune raison de s'inquiéter en cas de malaise. Des médecins de bord sont toujours là pour aider les passagers qui en ont besoin. Et ces navires ne vont que s'agrandir dans le futur. La différence entre le Titanic et un navire de croisière moderne est à peu près comparable à celle d'un Corgi et d'un Doberman. À son époque, le Titanic était le navire le plus grand et le plus avant-gardiste dont on puisse rêver. Alors, qui sait ce que l'avenir des paquebots de croisière nous réserve ? Il pourrait même finir par abriter des villes entières. Voilà qui ferait un très gros bateau. À 23h40, le Titanic a percuté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord. De nombreux objets ont été retrouvés et restaurés. Des parties du navire, des bijoux et des assiettes, pour n'en citer que quelques-uns.
il a fallu environ 3 heures pour que le navire soit complètement submergé dans ces lointaines eaux glacées. La nuit était froide et très animée. L'orchestre jouait et sa musique enchantait les passagers. Tout le monde était impatient d'arriver en Amérique. En 1912, traverser l'Atlantique en bateau était encore considéré comme un événement extraordinaire. Mais au fil de la journée, un vague sentiment de malheur imminent fit son chemin dans l'esprit du capitaine et des membres de l'équipage. Personne d'autre ne l'éprouvait cependant. Pour la plupart des passagers, rien ne pouvait arriver et la nuit s'annonçait des plus tranquilles. Pour eux, le Titanic était insubmersible. Quand on pense au Titanic, on songe rarement au personnel du courrier. Et oui, il y avait bien des agents de la poste à bord dont la mission était d'apporter du courrier en Amérique. C'est un métier tout ce qu'il y a de plus banal en apparence, mais pour être accepté, il fallait passer un examen très difficile. Et seuls les meilleurs candidats étaient sélectionnés. John Starr March, un Américain, était l'un de ces postiers qui gagnait entre 1000 et 1500 $ par an en travaillant sur le Titanic. En 1912, c'était un très beau salaire. Il ne faisait pas officiellement partie de l'équipage du navire, l'équipe du courrier était placée près des quartiers de 3e classe. Mais en jouant de leur influence, et avec beaucoup de ténacité, ils avaient obtenu un meilleur traitement, ainsi que l'accès à une salle à manger particulière. March s'était fait embaucher car il avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Et travailler sur un grand navire traversant l'océan lui convenait parfaitement. Il avait 51 ans à l'époque et était originaire du New Jersey. Malheureusement, il se trouvait à bord lors du naufrage du célèbre navire et il n'a pas survécu. Mais on a retrouvé une montre à gousset qui nous donne un petit aperçu de ce qui a pu se passer lors de cette soirée fatidique. Il s'agit d'un loquet en or gravé en filigrane et portant la marque de l'Elgin National Watch Company. À première vue, on se dirait qu'il s'agit du genre d'antiquité qu'on pose au-dessus d'une cheminée pour faire joli. Mais l'objet présente quelques particularités inhabituelles. Il y a des signes évidents d'infiltration d'eau sous le verre et les aiguilles noires de la montre indiquent exactement 1h27. On peut se demander pourquoi elle s'est arrêtée à ce moment précis. Que faisait son propriétaire ? Les préposés au courrier assuraient le tri des envois postaux de manière parfaitement efficace à bord du Titanic. Ce n'était pas chose courante sur un navire de croisière. Les paquebots transportent généralement des sacs fermés pour charrier le courrier d'un port à l'autre. Mais la salle de tri installée à bord du Titanic permettait aux passagers d'envoyer des cartes postales à chaque fois que le navire accostait dans les zones de transit, en Irlande et en France. D'après ce qu'on sait, les passagers ont commencé à retourner dans leur cabine vers 23 heures. Mais certains d'entre eux traînaient encore dans les salles communes pour profiter de la soirée. Les 5 postiers fêtaient l'anniversaire d'un de leurs collègues dans leur réfectoire. 5 minutes avant la collision, les membres de l'équipage ont repéré l'iceberg et ont sonné 3 fois la cloche pour avertir qu'un objet se trouvait droit devant eux. L'ordre a été donné de manœuvrer vers la gauche ou, comme le voulait encore l'usage au siècle dernier, de barrer à tribord toute et que les moteurs fassent machine arrière. Cela n'a pas été suffisant pour éviter la catastrophe. À 23h40, le Titanic a percuté l'iceberg et le désastre s'est invité à bord. Non seulement l'eau a commencé de s'infiltrer dans le navire, mais la panique a saisi les passagers et les membres d'équipage. Le capitaine Smith s'est rendu sur le pont et on l'a informé que le Titanic avait heurté un iceberg. Et au même moment, la salle du courrier a commencé à se remplir d'eau. Nous savons que le navire de 269 mètres a été complètement submergé vers 2h20 du matin, avec 706 survivants. Entre le moment de l'impact et le naufrage, le chaos a été total. À minuit, on a commencé à préparer les canots de sauvetage pour l'évacuation des passagers. Des ordres ont été donnés pour que les femmes et les enfants montent en priorité, avec quelques hommes d'équipage pour les guider. Le problème était que les 20 canots de sauvetage disponibles ne pouvaient accueillir que 1178 personnes sur un total de plus de 2200 passagers. March et ses collègues se sont remis à trier le courrier. Des ordres contradictoires ajoutaient au désordre général. Chaque seconde, l'eau glacée s'infiltrait un peu plus dans le navire. 15 minutes après minuit, le capitaine Smith a ordonné à son équipage d'envoyer un signal de détresse. Même si le SOS existait déjà à l'époque du Titanic, le code CQD était encore largement utilisé.
CQ est un appel général et D veut dire détresse. Le SS Frankfurt était trop loin pour aider, même s'il fut l'un des premiers à répondre. Le navire jumeau du Titanic, l'Olympique, répondit lui aussi, mais il était également trop éloigné. À minuit 20, le Carpathia reçut le signal de détresse et changea son cap, mais il se trouvait à 107 km de distance. Pendant ce temps, l'eau continuait de s'infiltrer à une vitesse alarmante. Il n'était pas facile de garder le calme à bord, on pressentait que le navire pouvait s'enfoncer dans les eaux glacées en seulement quelques heures. De nombreux passagers se trouvaient alors déjà à bord des canots de sauvetage, attendant de descendre dans l'eau. Les musiciens continuaient à jouer pour ceux qui attendaient encore. Du salon de première classe où ils étaient installés, ils étaient passés directement sur le pont. On ignore combien de temps ils ont joué et les morceaux choisis. Aucun des musiciens n'a survécu. Les 5 postiers continuaient eux aussi de travailler pendant que le navire coulait. Selon un officier, la salle du courrier était déjà remplie d'eau jusqu'au niveau des chevilles et les postiers s'efforçaient de sauver le plus de courrier possible. March était l'un d'entre eux. Des sacs postaux flottaient partout. Il s'occupait en priorité du courrier recommandé. Des témoins du naufrage ont raconté que les postiers apportaient des sacs sur le pont pour les protéger de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont aussi raconté que des sacs flottaient sur l'eau glacée. Ce n'est qu'à 0h45 que le canot de sauvetage numéro 7, situé sur le côté gauche du navire, a été descendu dans l'eau. Même s'il pouvait accueillir environ 65 personnes, seules 27 personnes se trouvaient à son bord. De nombreux canots transportaient moins de passagers que leur capacité maximale autorisée. L'équipage craignait qu'ils ne chavirent s'ils étaient surchargés. Selon quelques témoignages, certaines personnes refusaient même de monter dans les canots, préférant continuer de croire que le Titanic était insubmersible. Au même moment, la première des 8 fusées de détresse fut envoyée, mais cela n'eut aucun résultat. À 0h55, les 2e et 3e canots de sauvetage ont été descendus sur les eaux et 2 passagers masculins ont sauté à bord. 5 minutes plus tard, un autre canot a été descendu avec environ 39 personnes à son bord. À ce moment-là, l'eau touchait déjà le bas du grand escalier. Au cours des 20 minutes suivantes, d'autres canots ont été descendus, la plupart d'entre eux bien en dessous de leur capacité. Et toujours aucun secours en vue. Le Carpathia était toujours en route. La panique et la tension grandissaient. Ceux qui restaient sur le pont exprimaient leur colère. Vers 1h30 du matin, la situation devint incontrôlable. L'embarquement organisé des passagers vers les canots de sauvetage dut être interrompu. Et la montre de March, arrêtée 3 minutes plus tôt, suggère qu'il a pu participer à la bagarre opposant les membres de l'équipage aux passagers. Il a fallu 3 heures pour que le Carpathia arrive enfin. March ne faisait pas partie des survivants. Sa montre s'est avérée être l'une des découvertes essentielles parmi les objets retrouvés dans l'épave du Titanic. Elle a par la suite été rendue à ses 2 filles. Et aujourd'hui, elle se trouve dans l'une des collections du Musée national de la Poste. March a fait ce qu'il devait faire dans une situation désespérée. Le temps était extrêmement précieux pour les passagers du navire. Et cette montre nous a permis d'en savoir un peu plus sur l'histoire à la fois tragique et passionnante du Titanic. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le navire le plus moderne et le plus insubmersible du monde est entré en collision avec un iceberg et a coulé. C'était incroyablement effrayant. Imagine un énorme bateau de croisière qui fait plusieurs fois la taille de la Statue de la Liberté s'écraser sur un énorme morceau de glace et disparaître. Tout est sombre et froid. Tout ce que tu peux entendre, c'est le grondement et le grincement du métal et du bois qui se brisent. Tout ce qui t'entoure, c'est l'eau glacée de l'océan Atlantique. La connexion avec le monde extérieur est presque inexistante. Il n'y a pas de téléphone ni d'internet. Personne d'autre sur la planète entière ne sait que le navire est en train de couler. C'est un véritable cauchemar. Mais le plus choquant, c'est que les personnes qui étaient sur le Titanic ce jour-là n'ont pas paniqué. Ils sont restés calmes, peut-être un peu inquiets, mais on ne pouvait déceler aucune peur sur leur visage. Pour comprendre pourquoi ils n'ont pas paniqué lors de l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, il suffit simplement de voir ce qui se passait à travers leurs yeux. Donc, tu es un passager du tristement célèbre paquebot. Ta cabine est située sur l'un des ponts supérieurs du navire. Tu viens de passer un bon moment avec tes amis lors du dîner. Maintenant, des musiciens jouent une belle mélodie, les serveurs proposent le dessert, tu sors sur le pont et tu profites de la tranquillité de l'océan majestueux. À cet instant, tu ressens un incroyable sentiment de sécurité et de confort. Tu
Tu es fière d'être l'une des premières personnes au monde à voyager sur le navire le plus high-tech de la planète. Tu te couches dans ta cabine et tu te réveilles parce qu'un membre de l'équipage frappe doucement à ta porte et te demande de te rendre sur le pont. Il y a un souci quelconque, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Oh, ok, aucun problème. Tu es heureux de sortir pour regarder le ciel nocturne. Le moment où le navire est entré en collision avec l'iceberg n'a été ressenti que comme une légère poussée, et certains passagers ne l'ont même pas entendu. Ils n'ont compris qu'il y avait un problème que lorsque les stewards ont frappé à leur porte et leur ont demandé de sortir. Tu es sur le pont, il y a déjà pas mal de personnes ici. Tout le monde est plus ou moins calme. Les passagers parlent de ce qui a pu se passer. En écoutant les conversations autour de toi, tu comprends que le bateau va potentiellement couler. Cette idée te semble absurde. Mais même si elle est vraie, tous les passagers seront de toute façon évacués dans des canaux de sauvetage. À cette époque, les gens ne savaient pas qu'il y avait 2 fois moins de bateaux de sauvetage que nécessaire. Les passagers étaient sûrs que tout le monde serait sauvé. L'évacuation commence. Les femmes et les enfants sont prioritaires. Personne ne panique ou n'essaie de monter dans un bateau avant que ce soit son tour. Tous les hommes se comportent en gentlemen et aident les membres de l'équipage à évacuer les femmes. Un passager veut monter dans le bateau avec sa femme. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur de rester sur le Titanic. Il est simplement inquiet pour elle. Il lui semble que le bateau est moins sûr que le paquebot géant. Il ne veut pas laisser sa femme seule. Mais les membres de l'équipage lui expliquent la situation et l'homme se retire sans résistance. Ils commencent à lancer des fusées éclairantes en l'air. Personne n'y prête attention. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une procédure standard pour une panne de navire. S'il y avait eu beaucoup de voyageurs expérimentés à bord, ils auraient compris que les fusées éclairantes ont été tirées parce que le navire était en détresse. Les gens auraient alors peut-être commencé à paniquer. Mais la plupart des passagers ne l'ont tout simplement pas remarqué. Les bateaux sont descendus un par un. Les gens surveillent l'évacuation, attendant patiemment leur tour. Il n'y a pas de bousculade ou d'attroupement. Personne ne crie. Les actions de l'équipage aident les passagers à rester calmes. Ils minimisent délibérément la gravité de la situation pour éviter la panique. Quelqu'un dit que les bateaux sont mis à l'eau par simple précaution. De plus, les membres de l'équipage affirment qu'un navire de sauvetage se dirige vers le Titanic et se trouve à quelques kilomètres seulement. Certains passagers disent qu'ils voient les lumières d'un autre navire. Les personnes qui sont déjà assises dans les bateaux veulent rester plus près du Titanic, car, de cette façon, elles se sentent plus en sécurité. De nombreux passagers ne veulent tout simplement pas admettre que quelque chose de grave est en train de se produire. Mais quand on leur dit que le bateau coule, ils refusent de le reconnaître. Comment est-il possible que le navire insubmersible puisse couler ? Mais c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Dans des situations extrêmes, ils refusent de croire que quelque chose de mauvais puisse arriver à court terme. Tu ne veux même pas y penser. L'une des passagères affirme que le danger est exagéré. Elle prétend que tout le monde va revenir sur le Titanic d'un moment à l'autre. Certains passagers ont peur, et pourtant, ils ne veulent pas quitter le navire. Les cabines chaudes et le navire le plus sûr du monde sont là. L'alternative est l'océan glacé et les petits bateaux de sauvetage instables. Quelqu'un refuse de quitter le navire parce qu'il ne trouve pas ses bagages. Certains passagers emportent toutes leurs affaires avec eux. Ils ne veulent pas les laisser sur le bateau qui coule. Il y a beaucoup d'immigrants à bord, et certains d'entre eux ne comprennent même pas l'anglais. Les membres de l'équipage ne peuvent pas leur expliquer ce qui se passe. Ces passagers ne saisissent pas les instructions des stewards pendant l'évacuation. Ils n'arrivent pas à comprendre les inscriptions sur les panneaux indicateurs d'évacuation. De nombreux passagers sont persuadés qu'il y a eu une panne dans le compartiment moteur. Le problème sera bientôt résolu et le Titanic poursuivra son voyage. Les gens ne commencent à réaliser que le navire coule vraiment que lorsqu'il commence à s'incliner vers l'avant et que sa partie arrière émerge de l'eau. C'est à ce moment-là que ceux qui sont autour de toi paniquent. Certains sautent à l'eau, d'autres montent dans les canaux de sauvetage sans faire la queue. Mais en général, il n'y a pas trop de chaos ni d'hystérie. Et ce, bien qu'il y ait environ 1500 personnes sur le navire. Les scientifiques affirment que quelques personnes n'ont jamais quitté leur cabine. Ces gens-là refusaient de laisser leurs affaires derrière eux et ne croyaient pas que quelque chose de grave était arrivé. Pendant l'évacuation, l'orchestre continue de jouer. Cela aide les gens à garder leur calme. Ils entendent de la musique et il leur semble que tout ira bien. La musique se poursuit sur le Titanic presque jusqu'à la fin. Vers 2h05 du matin, l'équipage descend le dernier bateau transportant des passagers. 15 minutes plus tard, le navire est immergé. Même après la tragédie, les passagers survivants ne peuvent pas vraiment comprendre ce qui leur est arrivé. Ils se souviennent d'avoir embarqué sur les bateaux et de s'être éloignés de l'énorme navire.
Certes, ils n'oublieront jamais cette vision de le voir couler sous l'eau. Mais même après un certain temps, ils ne réalisent toujours pas vraiment la terrible catastrophe qu'ils viennent de vivre. Quelque temps plus tard, les gens ont commencé à écrire des livres sur ces événements fatidiques. Ils ont réalisé des documentaires et des longs métrages. La nouvelle de la catastrophe du Titanic était dans tous les journaux. Elle s'est répandue dans le monde entier. Dans toute description de ce jour-là, la tragédie ressemble à un terrible désastre. Mais ceux qui étaient présents affirment qu'ils n'ont pas vraiment ressenti une peur bleue. Ils n'arrivaient tout simplement pas à croire ce qui se passait. La tragédie du Titanic peut sembler plus terrible pour les personnes qui en ont entendu parler que pour celles qui l'ont vécue. De nombreuses personnes dans le monde ont refusé de monter à bord des grands paquebots après la catastrophe. Ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver. En même temps, beaucoup de passagers qui ont survécu au naufrage du Titanic ont continué à voyager sur d'autres navires. Une femme a même survécu à 3 naufrages, dont celui du Titanic, et a continué à voyager. Et si des personnes avaient essayé de soulever le Titanic du fond de la mer? Cela s'est produit plusieurs années après le naufrage. L'opération de 5 millions de dollars a alors échoué. On a attaché des cordes en nylon à une grande partie du navire coulé. On a relié les autres extrémités des cordes à des moteurs diesel. Pour toute l'opération, on a utilisé un mini sous-marin. Un morceau du Titanic, pesant 21 tonnes, était en train d'être remonté quand une des cordes a cédé. Et puis, un par un, les autres câbles ont commencé à se rompre aussi. L'énorme morceau de navire est retombé au fond de la mer. À ce moment-là, les participants à l'opération de sauvetage avaient épuisé leurs réserves de nourriture. Et comme la côte la plus proche était assez éloignée, ils ont décidé de ne pas tenter une nouvelle fois leur chance. T'es-tu déjà demandé ce qu'il reste du Titanic de nos jours? Si tu ne vis pas dans une grotte, tu sais probablement que cela fait plus de 100 ans que le navire le plus célèbre du monde est devenu une épave. Le RMS Titanic, le plus grand paquebot du monde au début des années 1900, a coulé lors de son voyage inaugural, quelques jours seulement après avoir quitté le port. Le navire a heurté un iceberg le 14 avril 1912, emportant plus de 1500 passagers sur les plus de 2200 qui se trouvaient à bord du navire à ce moment-là. Même si cela peut paraître choquant, le Titanic a été construit en 3 ans et a coulé en 3 heures seulement, sachant que de nos jours, la construction du navire aurait coûté plus de 210 millions de dollars. Il a été vu pour la dernière fois à la surface de l'Atlantique à 2h20 du matin. Et pendant plusieurs décennies, c'est la dernière fois que les gens l'ont vu. Ce n'est qu'en 1985 que l'océanographe Robert Ballard a découvert l'endroit où se trouvait l'épave du navire. Et certaines parties du Titanic sont redevenues visibles. L'une des premières découvertes faites par l'expédition de Ballard est que le bateau a effectivement été coupé en 2 avant de couler. Les premières missions d'exploration de la partie du fond de l'océan où repose aujourd'hui le Titanic ne permettaient de voir que la coque et le pont du navire. Selon Ballard, le principal objectif de ces missions était de comprendre comment préserver les ruines de la détérioration. Un autre objectif était de récupérer les très nombreux objets personnels éparpillés au fond de l'océan. L'explorateur a ensuite déclaré que la vue du fond était aussi choquante qu'émouvante. Dans le champ de débris qui entourait l'épave, l'océanographe a découvert une multitude de petits objets et des faits personnels, dont beaucoup ont été ramenés à la surface. Il y avait des chaussures, certaines plus chics que d'autres. Il y avait des morceaux de vêtements qui appartenaient à des membres de l'équipage. Il y avait d'énormes hélices. Si à la surface elles brillaient et resplendissaient, au fond de l'océan, elles étaient enfuies et dévorées par le sable. Ballard a souligné que la zone où les ustensiles de cuisine étaient éparpillés mesurait plus d'1,5 km de long. Il y avait assez d'assiettes, de casseroles et de poêles pour remplir une cuisine industrielle entière. Pour la toute première fois, des séquences d'animation en 3D révèlent des images passionnantes. Les simulations montrent l'évolution du Titanic depuis son premier départ en 1912 jusqu'à l'état de son épave aujourd'hui. Mais les simulations n'étaient pas suffisantes pour le goût de James Cameron, amoureux des profondeurs, qui envisageait de se rendre au cœur de l'épave pour la toute première fois dans l'histoire du navire. Oui, le même James Cameron qui a réalisé le très célèbre film sur le navire. Il a ainsi plongé 33 fois pour visiter l'épave du Titanic. Voici un petit détail amusant. Le réalisateur affirme que sa véritable passion a toujours été l'océan et que depuis qu'il était enfant, il voulait étudier la mer. Le cinéma, disons, est devenu son travail de tous les jours. Et lorsque la possibilité de réaliser Titanic s'est présentée, il a dit oui juste pour pouvoir aller voir les restes du navire en personne. Revenons maintenant à l'épave. Selon James Cameron, il ne suffisait pas pour les chercheurs d'accéder uniquement à l'extérieur du navire. Ils devaient aller à l'intérieur,
analyser et photographier ce qui restait des fastueux intérieurs de l'ancien plus grand paquebot du monde. Cameron a piloté un véhicule robotisé équipé de caméras super innovant pour l'époque. Il l'a aidé à révéler des espaces du Titanic que personne n'avait jamais vus auparavant. Depuis que le navire a touché le fond, les bains turcs par exemple avaient encore leurs murs carrelés pratiquement intacts. Ces bains étaient exclusivement destinés aux passagers de première classe. Ils étaient situés juste à côté de la piscine et de la salle à manger de 3e classe et étaient conçus dans un style mauresque. Les personnes qui se reposaient là disposaient de délicieuses couvertures chauffantes et avaient des saveurs à disposition pour leur apporter tout ce dont elles avaient besoin. Si les photos prises avant la catastrophe étaient étonnantes, elles le sont encore plus aujourd'hui, car tout ce que l'on voit est caché sous la surface de l'eau. Autre découverte impressionnante, le mât du navire. Si l'on regarde le Titanic dans sa splendeur d'avant le naufrage, c'est le mât qui attire le plus l'attention. Situé à l'avant de l'énorme navire, le mât retenait les câbles de transmission du système Marconi, un système de télégraphie sans fil. C'est aussi là que se trouvait le drapeau marchand britannique arboré par le Titanic. Le mât s'élevait à un peu plus de 30 mètres de hauteur et était équipé d'un nid de pie. Aujourd'hui, le mât est méconnaissable. Attaqué par la corrosion, il s'est effondré. Le nid de pie s'est également brisé. On comprend pourquoi le Titanic des temps modernes est un véritable trésor pour les explorateurs des eaux profondes. Mais comme l'épave du navire repose à une profondeur approximative de 3800 mètres, la lumière du soleil est inexistante à cet endroit. Les missions pilotées ont donc absolument besoin d'un équipement technologique de pointe pour explorer la zone. Pourquoi penses-tu que le Titanic a disparu des yeux du public pendant plus de 70 ans ? Eh bien, parce qu'à l'époque, la technologie n'était pas assez avancée pour que les gens puissent descendre sur place et ramener de bonnes images de l'épave. Ce sont les cinéastes qui ont poussé cette technologie à son paroxysme en essayant de filmer sous l'eau. Ils ont commencé par construire des boîtes pour y mettre leurs caméras. Aujourd'hui, la photographie en eau profonde est très avancée et nous permet de nous émerveiller devant la beauté de la vie sous-marine. Bien sûr, prendre des photos sous la mer n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour résister à cette énorme pression, les sous-marins doivent être très solides et avoir des parois épaisses, pas moins de 30 cm. De plus, les explorateurs doivent savoir comment filmer et photographier lorsqu'il n'y a presque pas de lumière. Il y a un autre élément qui a rendu la capture du Titanic encore plus difficile. Lorsque l'épave du navire a été redécouverte par les scientifiques, elle était couverte de bactéries rouillées de couleur rouge qui rendaient encore plus difficile la prise de bonnes photos. Il se trouve que la couleur rouge ne se reflète pas bien sous l'eau, ce qui est un souci pour les photographes. C'est pourquoi les véhicules à propulsion humaine qui descendent visiter les vestiges sont équipés de puissants dispositifs d'éclairage. Lorsque l'on voit certaines parties du navire de loin, on a l'impression que la cire brun rougeâtre a coulé sur les ruines du Titanic. Mais en réalité, ces structures en forme de glaçons sont des colonies de micro-organismes. Lorsque le navire a coulé, il a entraîné avec lui une énorme quantité de bactéries qui n'existaient pas auparavant au fond de l'océan. Mais maintenant, ces bactéries associées aux conditions extrêmes du fond de l'océan se sont transformées en une combinaison désastreuse pour les vestiges du navire. Ces colonies rouges de micro-organismes se nourrissent en fait de fer et d'acier, qui est en fait tout ce qui reste du Titanic. L'un des types de ces micro-organismes est une bactérie appelée Halomonas titanica. Elles peuvent manger jusqu'à 100 kg de fer par jour. Cela fait du Titanic une source de nourriture colossale pour elles. Il y a eu beaucoup de spéculations concernant l'espérance de vie de l'épave du navire après que les chercheurs ont découvert cette rouille bizarre. Mais selon Cameron et son équipe de recherche, le Titanic ne va pas disparaître de sitôt. Lors d'une des dernières expéditions sur l'épave, un véhicule piloté a été financé pour identifier spécifiquement une cabine de luxe. Elle appartenait à un passager très important, Sir Benjamin Guggenheim. Oui, comme le musée, Guggenheim était le fils d'un magnat de l'industrie minière et un membre de l'élite qui a embarqué sur le voyage transatlantique du Titanic. Né à Philadelphie, Guggenheim rentrait chez lui aux États-Unis. Mais comme nous le savons tous, il n'a jamais atteint sa destination finale. Pour un prix allant de 400 à 800 livres en 1912, soit l'équivalent de 84 000 livres de nos jours, on pouvait réserver un logement appelé cabine de luxe. Les cabines du Titanic étaient les chambres de première classe les plus luxueuses. Elles étaient situées sur les ponts B ou C et étaient décorées dans plus de 11 styles différents, allant du jacobéen au géorgien en passant par la Renaissance italienne. Et la liste est longue. Ces chambres étaient remplies de boiseries et de marqueteries, sculptées dans des essences de bois exotiques et rares, comme l'acajou, le chêne, etc. Guggenheim occupait l'une de ces cabines ultra luxueuses.
100 ans plus tard, l'un de ses descendants a financé une mission entière dans le seul but de localiser la cabine exacte où l'homme a séjourné. Cette expédition est devenue un documentaire pour National Geographic. Et oui, ils ont réussi à identifier la cabine de luxe de Guggenheim. Alors bravo à eux.